de Northwestern University, l'université de Northwestern, qui se trouve dans l'immédiate banlieue de Chicago. C'est l'autre grande université dans la ville de Chicago, autre que l'Université de Chicago, comme vous le savez. Et donc, avec Charles, nous nous sommes connus, nous nous sommes rencontrés à Chicago et nous avons été collègues pendant plusieurs années, avant que moi-même je vienne j'aille à New York, où j'enseigne aujourd'hui. Et Charles lui-même est venu après à New York en enseignant au CUNY Graduate Center, qui est le troisième grand espace universitaire dans la ville de New York, avec Columbia University et NYU, comme vous le savez également. C'est donc à titre d'ami de Charles. Et j'ajoute à cela que nous avons eu beaucoup d'étudiants que nous avons co-encadrés, Charles Mills et moi-même, et en particulier un étudiant qui a fait sa thèse de philosophie sous notre direction commune, à Charles et à moi, et cet étudiant s'appelle Chike Jeffers. La raison pour laquelle je mentionne Chike, c'est que Chike est devenu, est en quelque sorte le fils spirituel de Charles Mills, et lorsque Charles est mort, j'ai découvert, et c'était tout à fait naturel, qu'il avait fait de Chike Jeffers son exécuteur testamentaire. La dernière fois que j'ai vu Charles, c'était avec Chike, et nous étions tous les trois, nous avons dîné ensemble dans un restaurant africain sénégalais de Harlem, dans la partie de Harlem qu'on appelle Little Sénégal. Et c'est à ce moment-là que Charles avait émis le souhait de voir son livre le plus important, The Racial Contract, traduit en français. Et la raison derrière ce souhait qui était le sien, qu'il avait exprimé, je m'en souviens, avec beaucoup de force durant ce dîner, ce n'était pas une fatuité quelconque d'intellectuel, c'était la volonté de réunir ce qu'on appelle aujourd'hui Africana philosophy, ou philosophie africana, utilisant le latin pour exprimer l'idée selon laquelle il s'agit à la fois de la philosophie africaine, continentale, une philosophie qui s'occupe des objets africains sur le continent africain, mais également de la philosophie diasporique, la philosophie des afrodescendants, en particulier des Africains américains ou des afrodescendants où qu'ils se trouvent au Canada, chez Rodney, ici en France, en Allemagne, ailleurs, parce que comme vous le savez, l'Afrique n'est pas seulement en Afrique, si je puis dire. Et donc sa volonté de réunir dans un ensemble cohérent la philosophie africana, c'était la volonté de surmonter les divisions qui pouvaient exister, surtout si ces divisions étaient des divisions linguistiques. Être séparés par les langues qui ont d'abord été les langues du colonisateur, même si aujourd'hui les langues en question sont des langues d'Afrique tout aussi bien, était inacceptable pour Charles, et donc c'est la raison pour laquelle il souhaitait parler aussi au monde francophone, à ceux qui sont plutôt familiers de la philosophie africana en langue française. Voilà pourquoi il souhaitait que son texte soit fait. Alors, coïncidence extraordinaire, il y a quelques temps, quelques mois simplement, je me souviens de cette volonté de Charles. Et je me dis, mais il faut que le racial contract soit traduit. Et donc, je me renseigne, on me dit, le racial contract a été acheté, les droits ont été achetés, ils sont maintenant, le texte est en cours de traduction. Alors j'essaie de chercher qui est-ce qui est en train de traduire ce texte, et je me souviens au dernier moment que Chike, du rôle que Chike joue, et j'écris à Chike Jeffers. Il me dit oui, c'est un éditeur canadien qui s'appelle René Édouard et qui dirige Mémoire d'Encrier. Et je vais dire à ce moment-là, je me dis à la limite, René Édouard, évidemment, je ne connais que lui. Et tout de suite, j'écris à mon René qui me dit en effet, non seulement c'est moi qui traduis le contrat racial, mais il est déjà traduit, et il est traduit par cet excellent intellectuel et cet excellent rappeur
qu'est Webster, sénégalais, qui a fait une magnifique traduction. Et ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore lu ce texte, il est vraiment superbement traduit avec la plus grande précision possible, celle que méritait la réflexion de Charles Mills, parce que Charles Mills était avant tout un excellent philosophe analytique. C'est un philosophe qui argumente. Et ça, c'est important à une période où beaucoup de gens écrivent de la philosophie comme on fait des performances. On a l'impression que, ma foi, l'argumentation ou la démonstration n'a aucune importance par rapport à la performance, c'est une manière de se mettre en avant soi-même, de parler de son expérience communicable, etc. Charles ne disait pas ça, son approche en philosophie, il voulait la précision, la plus grande précision conceptuelle et la plus grande démonstrativité argumentative. Et Webster s'est coulé parfaitement dans la langue de Charles. Et donc j'étais ravi, et je suis ravi que les étoiles se soient si parfaitement alignées, et que donc le texte de Charles confie à Tchike et trouvé en Rodney une oreille attentive et une vision qui a toujours été celle de Mémoire d'Encrier. Les publications de Mémoire d'Encrier, moi je reste très attentif à ce que cette maison fait, parce que c'est une maison qui fait de l'art. Je compte profiter de la faiblesse qui se trouve Rodney en ce moment, étant donné le jet lag qu'il subit, pour le convaincre de traduire encore un autre livre de Charles. Et à ce moment-là, je me mettrai moi aussi à cette traduction, si Dieu le veut. Ça, c'est un premier point. C'est donc l'amitié qui me lie à Charles. Et parlant de cette amitié, je vous ai dit également quels sont les liens qui m'unissent à Rodney, donc moi et à Tchike, qui est également un jeune frère, un jeune neveu, comme les Webster également. Donc ce livre est véritablement pour moi une affaire de famille. Et c'est à ce titre que j'ai voulu accompagner sa parution en français, ici, avec Rodney, comme vous le voyez. Pour en parler, pour dire rapidement le contenu de ce livre et son importance, je voudrais simplement prêter ma voix à Charles Mills lui-même, qui explique exactement d'où est venu ce livre, le contrat racial, ce qu'il dit et la raison pour laquelle il serait heureux aujourd'hui de savoir que ce livre est devenu aussi un livre francophone, un livre en français. Il s'en explique dans un ouvrage, le dernier ouvrage qu'il a publié, paru en 2017, avec un titre qui est un jeu de mots, puisque ce titre c'est Black Rights, White Wrongs. Les droits noirs, les droits des noirs et les torts causés, disons, par la suprématie blanche, mais comme vous le savez, c'est presque intraduisible en français, puisque right and wrong, l'opposition right and wrong est difficile à traduire par cette opposition entre les droits légaux et les torts causés. Mais dans cet ouvrage, il revient sur ce qui a été à l'origine de la publication. En direct à Paris du Salon africain du livre, Paris 6e arrondissement. Merci. De sa frustration lorsque est devenu un phénomène mondial l'ouvrage de philosophie écrit par effectivement un des plus grands philosophes politiques du XXe siècle, et peut-être même encore cela se continue, qui est John Rawls, et le fameux livre de John Rawls, The Theory of Justice, qui lui aussi a mis très longtemps avant d'être traduit en français. Je crois qu'il n'a été traduit en français qu'au début des années 2000, si je ne me trompe pas, alors qu'il a été publié en 1971 et qu'il était un livre extrêmement important. Alors, dans A Theory of Justice, théorie de la justice, en 1971, ce que John Rawls essaye de faire, j'en parle de manière simplifiée évidemment, et rapide, ce qu'il essaye de faire, c'est remettre au bout du jour, repenser pour notre temps la tradition philosophique du contrat social.
l'idée que le contrat social est le fondement de la philosophie politique moderne, qu'il faut distinguer un état de nature où les humains se trouvaient à la merci des uns des autres, où régnait la loi de la jungle en quelque sorte, état de nature d'où ils sont sortis ces humains lorsqu'ils se sont mis ensemble pour élaborer un contrat qui leur permette de se protéger les uns des autres en acceptant de renoncer à des aspects de leur liberté naturelle sauvage en la transformant en des libertés civiles qui leur permettaient de vivre ensemble en société. Cette tradition de la philosophie politique reposant sur un contrat social, on peut la faire naître, elle est même un peu antérieure à ce que je dis, on la trouve chez Grotius par exemple du 17e, on la trouve surtout chez les philosophes que sont Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, pour l'essentiel dans la période classique. Et c'est cette idée d'un contrat social fondateur de notre philosophie politique et de notre modernité politique qui a été reprise, repensée, remise au bout du jour par John Rawls dans son livre de 1971, A Theory of Justice. Et ce qu'il fait là-dedans, c'est revisiter la notion de contrat social. Vous le savez, par exemple, si on prend Rousseau ou Hobbes ou l'un quelconque d'entre eux, le contrat social, c'est avant tout une hypothèse, c'est avant tout une construction intellectuelle. Pour comprendre notre société, on suppose un état d'avant la société. Et donc, on regarde les mécanismes qui vont faire que les humains passent d'un état asocial, non social, à un état social avec des institutions qui fonctionnent, etc. C'est donc véritablement une hypothèse intellectuelle, une projection intellectuelle. C'est une fiction. C'est Rousseau qui utilise le mot de fiction pour parler de cela. Mais c'est une fiction utile parce qu'elle nous permet de comprendre ce que c'est qu'une société et le fonctionnement d'une société. Quand John Rawls reprend cette tradition du contrat social, voici la démarche qui est la sienne, encore une fois résumée et extrêmement simplifiée, pardonnez-moi. Eh bien, il dit, pour comprendre le fonctionnement de la société, supposons que les humains qui vont contracter pour créer une société, pour projeter une société et la créer, soient, dit-il, derrière un voile d'ignorance. Personne ne se voit, personne ne voit sa propre condition et personne ne voit la société en général. Si vous êtes dans une situation comme celle-là, qu'est-ce que vous allez souhaiter comme principe sur lesquels la société dans laquelle vous allez entrer sera construite, de manière à maximiser vos chances? Vous savez que dans cette société, inévitablement, il y aura inégalité. Il y aura donc toute une partie de la société qui se trouvera dans des conditions moins favorables que le reste de la société. Vous ne savez pas si vous allez appartenir à cette population-là ou si, au contraire, vous allez appartenir à ceux qui auront le plus de chance. On vous dit, vous ne savez rien de ce que va être votre propre situation, simplement imaginez les principes d'une société dans laquelle vous voudriez vivre, en sachant que vous pouvez soit tomber parmi les 1% les plus riches, ou bien vous retrouvez dans le bottom de la société. Alors quel type de principe voulez-vous? Donc voilà une expérience de pensée qui va encore plus loin que la simple hypothèse d'un état de nature suivi d'un état social qui avait été la tradition du contrat social. Et à partir de cette expérience de pensée, John Rawls bâtit une sorte de contrat social normatif qui va faire couler beaucoup d'encre, sur lequel modèle sur lequel tout le monde va revenir. Bref, ça va être un livre absolument important dans la réflexion philosophique en général, philosophie politique en particulier. Et donc, les années 70, ce livre est publié en 1971, les années 70 vont être les années où, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique, dans le monde nord-américain, Canada et États-Unis, ça mettra un peu de temps à venir en France, il y a toujours ce décalage-là,
eh bien, qui n'est pas seulement un décalage horaire, mais un décalage intellectuel, eh bien, c'est le livre qui fait le buzz, si vous me pardonnez cette expression un peu hip-hop. Eh bien, notre Charles Mills écrit que c'est de là qu'est venue sa frustration. Il était à ce moment-là lui-même étudiant, graduate student, à l'Université de Toronto, au Canada, parce que Charles Mills est jamaïcain avant tout. Il suffisait de l'entendre pour savoir qu'il était jamaïcain. Il n'a jamais perdu son accent. Il a probablement d'ailleurs travaillé à le garder, tellement il parlait en effet comme Merlin Potté, en particulier le même accent jamaïcain absolument magnifique. On a l'impression qu'il va se mettre à jouer du reggae. Eh bien, Charles était donc jeune étudiant venu de Jamaïque et des États-Unis, faisant ses études à l'Université de Toronto, et tout le monde réfléchissait en philosophie politique autour du modèle établi par John Rawls, Theory of Justice. Et dit-il, je me sens totalement frustré parce que moi je suis quelqu'un qui se bat pour la justice sociale, et se battre pour la justice sociale dans le monde où j'étais, c'était avant tout se battre pour la justice raciale. Et il dit, voici un livre qui s'appelle Justice sociale, un livre qui se construit sur l'idéal de justice sociale et qui ne dit quasiment rien de la justice raciale. Évidemment, il sait parfaitement que ceci, encore une fois, est une construction intellectuelle. C'est une hypothèse de pensée, un modèle idéal, comme vous dégagez par exemple un modèle en mathématiques, pour essayer ensuite de le replonger dans la réalité et de faire que ce modèle marche avec la réalité. Donc c'est entendu que vous faites une sorte d'abstraction. Mais, dit Charles, comment peut-on abstraire dans des conditions comme celle-là si la poursuite de la justice ne tient pas compte, même lorsque vous vous donnez un modèle abstrait, des injustices qui règnent et des injustices raciales en particulier. 71, rappelons-nous, Martin Luther King vient de mourir juste 3 ans. Ça veut dire qu'on était encore en plein dans les marches pour les Civil Rights Movement, les droits civiques aux États-Unis. Bref, le monde bruisse de tout ce qui est injustice raciale et volonté de justice raciale. Et donc, dit Charles Mills, voilà d'où est venue ma frustration. Et donc, le contrat racial, il écrit aussi, entre autres, contre the theory of justice. Non pas contre au sens où il serait contre les thèses de John Rawls, mais au sens où il est contre le silence qui est fait sur l'injustice raciale dans un livre aussi éminent avec une influence aussi grande, dès lors que ce livre est censé être consacré à la justice sociale. Et c'est ainsi qu'il écrit le contrat racial, dont la thèse centrale, et Rodney y reviendra sans doute, mais vous la connaissez sûrement vous aussi, la thèse centrale, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle le contrat social est toujours précédé par un premier contrat qui est le contrat racial. Autrement dit, ce ne sont pas des humains en général qui se sont mis ensemble pour dire comment allons-nous sortir de l'état de nature et créer une société idéale. C'est d'abord des hommes blancs qui ont fait cela, et le premier principe sur lequel le contrat a reposé, c'est d'abord de se dire faisons ça entre nous, entre hommes blancs. Et c'est la raison pour laquelle, avant l'écriture du contrat racial comme réaction à John Rawls, il y a eu d'abord l'écriture du contrat sexuel comme aussi réaction à John Rawls. Charles indique qu'effectivement il a été précédé dans cette voie par un livre dont il s'est inspiré, qui est le livre de la féministe Carol Patman, qui a écrit The Sexual Contract, livre dans lequel elle expose la thèse selon laquelle le contrat racial a d'abord été un contrat entre hommes, et le premier geste qui a précédé la rencontre pour établir un contrat social, ça a été d'abord de s'entendre pour écarter les femmes, comme sous-personnes, comme personnes qui n'étaient pas suffisamment outillées d'une manière ou d'une autre pour être véritablement des agents politiques et des agents moraux.
il leur manquait quelque chose, elles étaient issues personnes. Charles indique que c'est la même chose. En fait, il y a aussi un contrat racial qui a consisté à écarter les personnes, les populations racisées, comme on dit aujourd'hui, avant d'établir un contrat social. Et donc, il indique que dans sa manière de s'abstraire de la question raciale dans l'élaboration de sa théorie de la justice, John Rawls a continué en quelque sorte sur cette même lancée d'un contrat racial qui est la vérité ultime du contrat social. On ne comprend pas le contrat social si on ne comprend pas que c'est un contrat social qui a commencé par exclure les populations noires. Cela veut dire, par exemple, que lorsque la Révolution française, qui est en principe l'expression historique des Lumières, qui sont des Lumières très généreuses, qui parlent de la valeur de l'humain en général, etc., lorsque la Révolution française se dit à un moment donné, mais si je déclare dans mon article 1er, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si je déclare que les hommes naissent libres et égaux, je dois peut-être libérer les esclaves. On les libère, mais tout de suite, dès qu'on les a libérés, Danton se précipite pour aller dire, attention, il ne faut pas vous enthousiasmer, vous êtes les esclaves, etc. Ça veut dire qu'en fait, les Noirs libérés par la Révolution française avaient toujours été une espèce d'afterthought. Donc il était facile pour Napoléon de rétablir tout de suite l'esclavage lorsqu'on lui a dit, mais écoutez, monsieur l'empereur, ou monsieur le premier consul à ce moment-là, je ne sais pas à quel moment il est établi, vous savez, les plantations ne vont pas marcher toutes seules. Donc, vous nous ramenez nos esclaves et puis basta. Et puis le basta était précisément le principe même du contrat social. C'est qu'il n'avait jamais été question des Noirs lorsqu'ils ont fait les déclarations en question. Ce n'est pas qu'ils avaient été oubliés, c'est que leur exclusion elle-même était la condition du contrat social. Voilà ce que dit Charles Mills. Et donc, le racisme n'est pas quelque chose, dit-il, qui arrive dans la modernité comme un accident qu'on pourrait écarter, on pourrait étendre les lumières, étendre le contrat social pour y inclure les populations noires. Ce n'est pas un accident, c'est que c'est le principe même de constitution de cette modernité. La modernité est elle-même construite sur l'exclusion raciale, sur le contrat racial, et c'est la signification que Charles donne à la fameuse notion de racisme systémique, un racisme inscrit dans le système lui-même, fondamental et fondateur de notre modernité. C'est une thèse que l'on peut discuter dans tous les sens, mais c'est justement cela une bonne thèse philosophique, qu'on peut discuter de manière calme avec des arguments, parce que c'est une thèse qui est elle-même exprimée de manière analytique et démonstrative, et donc une discussion sera une véritable discussion philosophique, au lieu d'être une espèce de ping-pong où on s'envoie des mots qui n'ont aucun sens parce qu'on ne sait pas trop quelle est leur dénotation. Et vas-y que je t'insulte, toi le woke, et j'en ai autant à ton service, toi l'anti-woke, et sans qu'on sache tellement à quoi ça ressemble. Voilà pourquoi il était important qu'un livre comme celui-ci fût traduit en français et qu'il fasse peut-être partie de la conversation en français autour de cette notion, parce que c'est un livre de démonstration qui invite à une discussion elle-même argumentée et démonstrative, et non pas à des postures et à des mots et des insultes qui n'ont aucun sens. Et voilà pourquoi, me semble-t-il, nous devons être reconnaissants à Mémoire d'Encrier, à Rodney, d'avoir mis ce livre sur la table pour une discussion dont un pays comme la France, justement, a besoin, parce que la France, vous le savez, a cette espèce de relation très particulière à l'universalisme, et c'est un pays qui est persuadé que sa particularité, c'est d'être universel. Eh bien, maintenant, pour poursuivre le jugement que Charles avait pour son propre livre, il disait que le contrat racial, son livre, The Racial Contract, était à la fois un succès et un échec. Il disait que c'était un succès parce qu'il explique que lorsqu'il a tenu les comptes de ses ventes pour la dernière fois, c'était en 2015. Il s'en était vendu, dit-il, plus de 36 000, presque 40 000.
ce qui, en philosophie, est véritablement un best-seller. En philosophie, en général, ce n'est pas des tirages de cette nature-là. Mais dit-il, l'échec était ailleurs. Parce que, dit-il, lorsque je regarde tout ce qui s'est publié en philosophie politique à partir de la théorie de la justice, ce qui s'est passé, c'est qu'on a simplement fait silence absolu sur mon livre Contraracial. La meilleure manière de répondre à la critique qu'il avait faite de John Rawls, c'était de n'en pas parler du tout. On a donc continué à faire mariner le modèle John Rawls, à le discuter sur tel ou tel point, etc. Il y a eu un philosophe africain-américain qui a lui aussi écrit sur la théorie de la justice de John Rawls en défense de John Rawls, en disant qu'en fait, un des principes fondateurs de la société de justice chez John Rawls pouvait parfaitement être interprété de telle manière qu'on puisse inclure aussi les Noirs. Ce philosophe, c'est Tom Shelby, qui est professeur de philosophie aujourd'hui à Harvard, et qui est quelqu'un de très important d'ailleurs dans le monde de la philosophie africana, de la philosophie africaine-américaine. Et Charles a une discussion très intéressante avec Tom Shelby en disant non, je ne suis pas d'accord avec toi. À part ça, ça a été le silence. Et c'est ça qu'il considérait comme un échec, en disant, au fond, ceux qui ont le plus médité mon livre et ceux qui l'ont discuté, ils se trouvent en sciences politiques, ils se trouvent en anthropologie, ils se trouvent en études africaines-américaines, ils se trouvent dans ces départements-là, de sociologie, etc. Les philosophes, dans leur tradition analytique, ont préféré simplement faire le gros dos et faire comme si the racial contract n'avait pas existé. Raison supplémentaire pour saluer l'existence de ce livre et pour encore une fois, mon cher Rodney, te dire un immense merci pour nous l'avoir proposé en français. Merci. Je vais dire merci à vous, merci à mon ami Suleiman. Mais je ne suis pas vraiment grand-chose dans ce livre qui nous dépasse. Quand j'ai lu ce livre, et en fait, en tant qu'éditeur, j'aime beaucoup dire que je publie des livres qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Quand je le lis et je vois qu'il y a tellement d'intelligence, et j'étais un peu agréablement déçu parce que je pensais que c'est un philosophe, que je n'allais rien comprendre. Et quand j'ai vu que j'ai tout compris, j'ai dit, mais les gens peuvent comprendre, et comme c'est un livre qui est essentiel, et moi quand j'ai lu le livre, ce que je me disais, qu'est-ce que je serais en tant qu'humain, en tant qu'être humain, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, si j'avais lu ce livre quand j'avais 20 ans. C'est la question que je m'étais posée. Si j'avais compris le monde, si j'avais compris comment le monde était fondé quand j'avais 20 ans, et que je ne sais pas qu'est-ce que ça m'aurait donné, et comme refondation de moi-même, comme mon rapport à l'intelligence, et comme mon rapport au monde, comme mon rapport à la blanchité. Parce que c'est un livre qui dit vraiment la vérité. Et j'avais peur parce que j'avais peur de la philosophie analytique, de ces grandes analyses. Effectivement, quand on commence à lire ce livre, ça commence on est dans la tradition philosophique de Aristote jusqu'à John Rawls, en passant par Kant, en passant par Rousseau, etc. Et ce que Charles Mills fait, c'est que Charles Mills nous parle aussi en concrétisant, il y a l'argumentaire et théorique, et puis donc, comme il refusait justement l'abstraction, ce qu'il a considéré comme l'abstraction de John Rawls dans la théorie de la justice, donc il vient avec quelque chose de concret pour nous montrer toujours à chaque page une chose. Et il commence le livre par une phrase qu'il dit lui-même provocatrice, et cette phrase-là, c'est la plus grande vérité, et il exprime cette phrase de toutes les manières, dans toutes les pages du livre. Cette phrase dit: la suprématie blanche est le système politique qui, sans jamais être nommé, a fait du monde moderne ce qu'il est aujourd'hui.
En fait, quand moi j'ai lu ça, et puis j'ai trouvé que c'était tellement audacieux et que tout ce qu'on, dans notre vie, tout ce qu'on fait, ça parle d'un contrat. Et en tant qu'Haïtien, moi je me dis, mais on n'a jamais pensé quel est le contrat que Haïti nous au monde. Si on a entendu parler de la dette de l'indépendance, on a vu les relations, on a plutôt subi les relations. Et c'est important parce qu'on est en train de parler de racisme, beaucoup de travailler sur le racisme et beaucoup de parler de conquête, d'empire. Et il y a un imaginaire de la dépossession qu'on a souvent oublié, qui est comme un angle mort. Et j'ai beaucoup travaillé avec Cindy Magona, donc, qui nous donne la perspective noire de l'apartheid en Afrique du Sud, Cindy Magona. J'ai beaucoup travaillé avec les cultures autochtones, qui nous donnent ce que ça veut dire en Amérique, la dépossession, comment elle s'est opérée pratiquement, et ce qu'on essaie de faire à Mémoire d'en crier aussi, c'est de ne pas prendre l'intelligence juste pour l'intelligence, de ne pas prendre le livre juste pour le livre, de voir aussi tout ce qu'un livre peut invisibiliser. Donc je me suis posé la question, pourquoi un livre comme Le contrat racial n'a jamais été en circulation? Et tout de suite, j'ai dit oui. Et la difficulté en disant oui, c'est qu'il fallait le faire. Et la personne qui portait ce livre, c'était un historien. En fait, il y a un empire sénégalais qui nous enveloppe. C'est Webster qui est sénégalais, son père est sénégalais. C'est un rappeur. Et puis, c'est lui qui a amené le livre chez Mémoire d'en crier. Mais il n'est pas traducteur. Il n'est ni traducteur ni philosophe. Donc, on a été obligé de l'encadrer d'un groupe de philosophes qui connaissaient justement John Rawls parce qu'il était passé à l'université de Montréal. Maintenant, il faut que le livre, il faut faire le livre, il faut le traduire. Et puis, Webster a été outillé par les philosophes qui étaient comme 5 ou 6 qui ont relu, retravaillé le livre avec Webster. Et ensuite, il fallait diffuser le livre. Et diffuser le livre, pas simplement dans des groupes, créer un entre-soi, que les philosophes parlent du livre. On aurait aimé voir ce que, en fait, travailler avec d'autres groupes. Et dans la diffusion du livre, on a fait quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'on a réuni, par exemple, on a réuni des femmes militantes qui travaillent beaucoup dans l'intersectionnalité et qui ont lu ce livre-là. Et on a écouté. Quelle écoute que ce livre peut provoquer par exemple, chez des réfugiés. Donc, il y a des gens qui sont des réfugiés, qui travaillent avec des réfugiés, qui ont lu ce livre-là. Il y a des gens aussi qui sont des femmes de l'Amérique latine, qui sont dans d'autres combats et qui lisent ce livre-là. Parce que la difficulté qu'on a eue, c'est noir, mais il y a eu un obstacle, c'est des Américains. Les Américains, même quand ils sont noirs, il faut se méfier d'eux. C'est ça qu'on a eu, même quand c'est noir, mais c'est pas... Il faut faire attention. C'est ça qu'on a eu, donc c'est pour ça qu'on a essayé de diversifier la réception du livre. Mais on a trouvé des choses vraiment très intéressantes dans la réception du livre. Et l'une des choses qu'on a trouvées, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de racisme et qui n'ont pas compris, qui n'ont pas compris ce que c'était, et qui n'ont pas compris que le racisme était systémique. C'est-à-dire c'est le système qui le produit, ce sont les structures qui le produisent, qui produisent le racisme. Le racisme, c'est une affaire
les personnes humaines, c'est des blancs et c'est des hommes blancs, et les autres racisés, c'était des non-personnes. Et dans tous les contrats, c'était ça. C'était des personnes et la découverte dans l'écoute qu'a provoqué ce texte. Christine, le nom c'est The Racial Contract. Qui disent mais il n'y a pas eu de contrat. Parce que c'était entre blancs. C'était pas entre eux et nous. Donc c'était entre eux, c'était entre blancs. Et il y a eu aussi des autochtones qui sont très actifs dans le combat contre leur propre dépossession. Et à la fin, j'aimerais vous lire un petit bout de « Je suis une maudite sauvagesse » d'une femme. C'est la première autrice autochtone qui écrit. Et dans ma tête, ce livre a toujours été associé au contrat racial. Donc, comme je vous parle de Capèche, je vais vous lire un bout de ce que Capèche écrit. Les amis, voilà le salon du livre africain à Paris, dans le 6e arrondissement. Voilà, le salon africain du livre. Il n'a demandé de permission à personne. Il n'a pas demandé aux Indiens s'ils étaient d'accord. Quand le blanc a voulu exploiter et détruire notre territoire, il n'a fait signer aux Indiens aucun document disant qu'il acceptait qu'il exploite et qu'il détruise tout notre territoire afin que lui seul y gagne sa vie indéfiniment. Quand le blanc a voulu que les Indiens vivent comme des blancs, il ne leur a pas demandé leur avis et il ne leur a rien fait signer disant qu'ils acceptaient de renoncer à leur culture pour le reste de leurs jours. Quand le blanc a eu l'idée d'exploiter et de détruire l'ensemble de notre territoire, il est tout simplement venu nous rejoindre. Après être arrivé chez nous, il nous a pris pour nous enseigner sa façon de vivre à lui. Il nous a donné toutes les choses de sa culture et il nous a fourni tous les services des blancs, maisons, écoles, dispensaires. Si le blanc nous a enseigné sa culture et s'il nous a donné toutes sortes de choses, comme la petite somme d'argent qu'il remet une fois par mois à chaque famille indienne, les maisons et les différents services qu'il nous fournit, c'est qu'il a voulu faire en sorte que nous, les Indiens, demeurions au même endroit pour ne pas le déranger pendant que lui exploite et détruit notre territoire. Du même coup, le blanc a voulu tuer notre culture indienne en même temps que notre langue indienne. Après être arrivé sur nos terres en nous prenant pour nous enseigner son mode de vie à lui, le blanc a pris du même coup nos enfants pour leur donner une éducation de blanc, uniquement pour les gâcher et uniquement pour leur faire perdre leur culture et leur langue indienne, comme il a fait à tous les Indiens d'Amérique. Quand il a voulu s'emparer ainsi de nous, le blanc n'a pas convoqué une seule assemblée pour bien faire comprendre aux Indiens comment il songeait à les tromper. Nous n'avons jamais entendu le blanc nous dire et nous n'avons jamais reçu de lettre dans laquelle il nous dit « Moi, je suis blanc et vous, vous êtes indien. Les terres où vous êtes, il est vrai qu'elles vous appartiennent à vous, les Indiens. Je sais, ce ne sont pas mes terres à moi, mais je vais vous dire quelque chose, je vais vous demander quelque chose, je vais vous faire une demande. » Le blanc ne nous a jamais dit, vous les Indiens, êtes-vous d'accord que j'aille vous rejoindre dans votre territoire? Êtes-vous d'accord que j'exploite votre territoire? Êtes-vous d'accord que je détruise votre territoire? Êtes-vous d'accord que je construise des barrages sur vos rivières et que je pollue vos rivières et vos lacs? Avant que vous n'acceptiez ce que je vous demande, réfléchissez bien et essayez de bien comprendre. Il pourrait arriver que vous regrettiez dans l'avenir de m'avoir permis d'aller vous trouver chez vous. Car si vous êtes d'accord que j'aille dans votre territoire, j'irai pour y ouvrir une mine. Une fois la mine ouverte, je devrai ensuite exploiter et ruiner toute l'étendue de votre pays et je barrerai toutes vos rivières et je salirai tous vos lacs. Qu'en pensez-vous? Aimerez-vous boire de l'eau polluée? Donc ça c'est un Antoine Capèche et ça me rappelle
beaucoup le contrat racial, ce livre Je suis une maudite sauvagesse, qui a été publié pour la première fois dans les années 70 et que Mémoire n'a crié à rééditer, et qui a un parcours, en fait, je dirais fondamental, puisqu'il y a plus de 15 000 exemplaires qui ont été vendus de ce livre-là, parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est un monde qui vit dans des réserves, c'est un monde de non-droit. Et là, c'est la perspective autochtone dans un pays G7. C'est-à-dire, c'est la perspective silenciée. Donc, personne ne sait, tout le monde, quand on parle du Canada, quand on parle du Québec, on parle d'une tranquillité, on parle du froid, on parle d'une grande tranquillité, que même la révolution s'appelle la révolution tranquille. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et je pense aussi à une femme que j'adore, qui s'appelle Joséphine Bacon, qui a écrit il y a 15 ans un poème qui m'a beaucoup frappé, qui dit « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. » Je pense qu'il y a tellement de récits qu'on ne raconte pas, et c'est peut-être important d'être dans l'écoute, pas nécessairement dans la parole, dans la démonstration de l'autorité de notre propre parole, mais pour écouter. Et dans les rencontres que provoque ce livre, et le contrat social, le contrat racial, donc on fait toujours, on se trompe toujours, puisqu'en fait c'est la même chose. Je ne pense pas qu'on se trompe en disant le contrat social pour le contrat racial, puisque ce qui a précédé vraiment, ce qui a fondé le contrat social, c'est justement la race, et la race blanche. Et quand on dit la race blanche, c'est les hommes blancs qui disent « nous, le monde nous appartient, et nous allons faire le découpage du monde, voici comment on va le faire ». C'est une femme, il y avait une Brésilienne qui était en doctorat à l'université, je pense Concordia, et qui nous parle de la perspective brésilienne sur la question décoloniale. C'est-à-dire, Charles Mills nous propose toute une idée, et elle ramène la chose chez elle ramène la chose en fait à la forêt, chez elle, à la vie, à ce que vivre ensemble veut dire, ce que si eux, ils avaient le droit, si elles avaient le droit de faire un contrat, voilà ce que serait ce contrat. Et quand on leur laisse la parole, voilà comment elles expriment, voilà comment ils expriment leurs vœux de société. Il y a un contrat, mais ce contrat, on ne nous a jamais donné la chance d'écouter les bases, les fondements ou les fondations de ce contrat. En fait, ce que ce livre dit, c'est tous les livres qu'on devait lire et qu'on n'a pas lus. Et il y a une instrumentalisation de la connaissance qui fait que pourquoi ce livre n'est pas arrivé à nous, même des militants. C'est-à-dire que pourquoi de grandes maisons d'édition n'ont pas traduit ces livres-là. Bien entendu, pour John Rawls, il y a eu un décalage réel, mais je pense que pour nous, il faut qu'on développe une espèce de vigilance intellectuelle active pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut lire. Dans les mêmes camps, John Rawls parle de théorie raciale, je me disais, si c'était dans un village à Port-au-Prince, quelqu'un intervenait, est-ce que cette personne interviendrait de cette manière-là? Et je me pose toujours la question du corps de celui qui parle, la question d'un corps, le corps noir, qui est un corps abîmé, qui est un corps qui est en demande, qui est en exigence constante de dignité. C'est ça la demande. Et quand on se met à lire un certain nombre de littératures, un certain nombre de pensées qui disent une seule chose. Donc toutes les pensées des Premières Nations disent une seule chose. Leurs langues aussi disent, toutes leurs langues disent une seule chose, nous sommes des êtres humains. Par exemple, l'Inoaïmoun, tous les noms des langues autochtones veulent dire être humain.
C'est-à-dire, c'est une manière c'est un contrepoint au contrat social des Blancs, qui est un contrat racial. Elles, qu'est-ce qu'ils développent, qu'est-ce qu'elles développent? Elles développent des langues qui constituent comme des slogans, en disant Inu Aimun, ça veut dire nous sommes des êtres humains. Et ce qui est drôle, c'est que quand vous entrez dans ces langues-là, et vous voyez des choses qui sont comme dans certaines langues, en fait, dans certaines langues, il y a des langues qui sont complètement non-genrées. C'est-à-dire les gens ne parlent pas ni en féminin ni en masculin. Donc il y a un autre rapport à la vie, un autre rapport au territoire, un autre rapport à l'être humain, un autre rapport à la citoyenneté, une autre manière d'habiter le monde. Et je pense qu'il est de notre devoir de ne pas accepter ce d'inacceptable. Ne pas accepter ce d'inacceptable, c'est que notre imaginaire a été complètement colonisé. Si des intellectuels noirs n'ont jamais été exposés à ce livre qui est le contrat racial, c'est qu'il y a un problème dans la diffusion nous-mêmes de nos propres, je dirais, de nos propres armes miraculeuses, parce que ce livre, c'est une arme miraculeuse. En fait, combien de femmes noires, combien d'hommes racisés qui peut-être auraient repris possession de leur corps, auraient repris place dans la cité s'ils savaient que ce qu'on leur a raconté comme histoire, c'était des mensonges. Et c'est pourquoi je pense que Charles Mills est important. Et au Canada, on le dit, et au Canada, le livre a été accueilli. Après un mois, on a été obligé de réimprimer le livre. C'est-à-dire, pour parler de chiffres, on est à 5000 copies en 2 mois. C'est pas mal. Donc pour un livre que personne ne connaissait, et tout le monde posait la question, parce que vous avez des politiciens qui entrent dans le débat et qui ne font que dégrader le débat. Ce n'est pas pour ouvrir la conversation, mais c'est plutôt pour fermer la conversation. Donc notre rôle, c'est pourquoi j'ai demandé à mon ami Suleiman, aidez-moi. Parce qu'il me disait, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, aidez-moi. Aidez-moi, donc il m'a beaucoup aidé, merci Suleiman. Parce qu'en fait, ce que je peux vous demander, c'est aidez-nous à rester debout. Aidez-nous à rester dans la dignité de cette parole-là. Puisque cette parole, c'est vraiment notre parole. Et je ne dirais pas que c'est une parole pour nous opposer. Ce n'est pas nécessairement une parole révolutionnaire, c'est une parole de vérité qui nous apprend comment le monde a été construit, quelles sont les fondations du monde, et comment nous, nos corps, nos esprits, nos intelligences ont été abîmés, ou sont encore abîmés. Et la voie d'avenir dans ce livre, c'est simplement la connaissance, c'est-à-dire dire que pourquoi moi, et que il y a d'abord une justice raciale, et que Suleiman a développé, mais il y a aussi la question même de l'intelligence. Comment on manipule l'intelligence, et pour faire que moi, en tant qu'haïtien, ce que je lis, l'image que je reçois, même moi du noir, c'est une image très négative de moi-même. Est-ce que vous voyez? Donc dans ce qui circule dans l'image, dans les images et les imaginaires qu'on me donne à lire, donc ce sont des images et des imaginaires dans lesquels je ne me suis pas inscrit. Donc je suis en dehors. Donc je pense qu'il faut parvenir à la maîtrise de nos propres imaginaires. Et c'est pourquoi je vous ai lu Capèche, c'est pourquoi je vous ai parlé de Sintire Magona, c'est pourquoi je pense que Charles Mills est une âme miraculeuse. Parce que Charles Mills peut nous aider à mieux voir en nous et à mieux voir le monde. S'il y a une chose que vous pouvez faire, c'est vraiment lire ce livre et ouvrir la conversation. Pas seulement entre vous, entre noirs, mais aussi avec les blancs. Parce que Charles Mills parle, en fait, des renégats. Ce qu'il appelle des blancs qui sont comme des traîtres à la race
des Blancs qui comprennent que cette histoire est mal faite, et des Blancs qui disent qu'il faut une réparation. En fait, il faut ouvrir la conversation, ne pas avoir peur du mot raciste, ne pas avoir peur ne pas entrer dans l'universalisme comme proposé. Et comme Suleiman est en train de le faire à l'ENS dans son séminaire, c'est introduire justement l'identité, l'imaginaire, la philosophie noire dans cet universalisme-là. Cet universalisme sera universel tant que nous y sommes. Et c'est ce que j'apprends de Charles Mills. Merci. Alors, hop. Bonjour, vous pouvez me tenir le poste comme ça, s'il vous plaît? Combien de temps? Là, juste là. Hop, merci. Voilà, les amis, c'est Colette, c'était le salon africain du livre. Voilà, alors, je vais... Du moment où vous savez très bien que le contrat social des Jean-Jacques Rousseau, qui est un modèle calqué exclusivement sur le point de vue de la société occidentale, avec ses us et coutumes, quel intérêt avons-nous en Afrique, notamment dans les écoles de la tradition, pour pouvoir étudier ces livres, tout en sachant que vraiment il y a un nouveau livre qui vient juste de sortir? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné aussi, il est temps quand même que l'on puisse enseigner dans nos écoles et dans nos universités notre véritable histoire? Parce qu'aujourd'hui, j'étais justement à une conférence où j'apprenais justement que l'Afrique avait au départ porté comme nom Africa, qui venait, je ne sais pas comment on peut la plaisir. Alors que dans d'autres livres, j'apprends que l'Afrique portait le nom Al-Kaboula. Donc on a toute cette panoplie d'idéologies qui sont vachement et qui sont mal véhiculées, alors qu'en vérité, on n'a pas un espace de communication sur lequel on pouvait vraiment s'appesantir et définir en vérité la vérité. Bon, il n'y a pas de vérité absolue, mais au moins une part de vérité qui aurait pu être adressée dans un livre. Merci. Tout à fait. Merci pour cette question. D'abord, juste la dernière partie de votre commentaire, monsieur Olomé et moi, sur Afrique venant de Ifriqiya. L'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est qu'en effet, le mot qui va donner Africa chez les Romains, Ifriqiya chez les Arabes, est d'abord un mot qui, autour de Carthage, autour de la Tunisie actuelle, le salon africain du livre, les amis. Voilà. Tapoter, commenter. En tout cas, c'était un nom tunisien qui a été ensuite élargi pour l'essentiel à l'Afrique du Nord, parce que ce que les Romains appelaient Africa, c'était en effet les terres qu'ils avaient contrôlées à un moment donné, qui étaient les terres de l'Afrique du Nord. De la même manière, les Arabes, ensuite, qui ont traduit par Ifriqiya, parlaient plutôt de l'Afrique du Nord. Ce qui est d'ailleurs tout à fait ironique, parce que l'Afrique est née en Tunisie, et nous le savons, un personnage important en Tunisie récemment s'est demandé ce qu'il en était de l'africanité de son propre pays, et si tous ces subsahariens, comme on les appelle, là-bas, n'étaient pas en train de tirer leur pays vers le bas, au lieu de le laisser s'envoler de son bel envol vers une arabité absolument éthérée et préférée. Naissance tunisienne, qu'on le veuille ou pas, élargie ensuite à l'ensemble du continent. Maintenant, il appartient aux enfants de ce continent d'en faire véritablement un continent et de construire les États-Unis d'Afrique. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Pour revenir maintenant à ce que vous disiez, la pire chose, la pire conséquence qu'on puisse tirer de ce genre de considération, c'est de dire, ok, à ce moment-là, on va éliminer Rousseau et on va apprendre le contraste. Si on va dans cette direction, on ne comprend pas ce que signifie la décolonisation des savoirs. Ce qu'il faut, au contraire, c'est poser la question de la tradition contractualiste en philosophie en l'éclairant par le livre de Charles Mills. Avoir une intelligence totale de ce que signifie une approche contractualiste de la philosophie politique
et du monde politique moderne dans lequel nous vivons. À ce moment-là, nous nous construisons tous ensemble un curriculum qui est un curriculum décolonisé, où il ne s'agit pas d'éliminer, parce que si on se met à éliminer, il ne restera plus personne. On va dire qu'on élimine Rousseau pour avoir dit ceci, on élimine Kant pour avoir écrit l'anthropologie et avoir non seulement été raciste vis-à-vis des Noirs, mais même les Italiens. Dès que vous êtes en dessous de la loi, lui, c'est juste des bouillons. Et vous allez vous mettre à liquider tout le monde, il ne restera plus personne. Ce qui est important, c'est de garder une relation critique au savoir. Et ça, c'est une véritable décolonisation du savoir. Non pas éliminer ou déboulonner, parce que ce qu'on appelle les canons. On peut effectivement se plaindre que les canons soient extrêmement masculins et extrêmement blancs. À ce moment, il faut apprendre à le pluraliser et non pas à procéder par élimination. Et je crois que c'est la leçon que comporte Charles, le texte de Charles. Alors justement, je suis heureux que René ait lu sa dédicace qui est pleine d'humour et d'un humour fantastique de Charles Mins, en appelant justement, en disant que ce livre est vraiment dédié aux renégats blancs. Personne ne doit être un renégat. Comme s'il était en train de dire que si un blanc adopte les positions qui sont les siennes, qui sont des positions critiques de la suprématie blanche, c'est que ce blanc a trahi sa race. C'est une plaisanterie, à la Charles Mins. C'est une manière de dire qu'en définitive, cette libération qu'il faut effectuer d'un propos qui est du contrat racial sur lequel la modernité est construite, c'est une libération dans laquelle tout le monde a le même intérêt. Le blanc qui remet ceci en question n'est pas en train de trahir sa race, il est en train, au contraire, de correspondre à ce qui véritablement est sa propre émancipation. Poursuivre l'émancipation des autres n'a de sens que si dans cette poursuite, on est en train d'émanciper l'humain en général, c'est-à-dire soi-même aussi. C'est Mandela qui disait que l'oppresseur sud-africain blanc était tout aussi prisonnier de l'apartheid que l'opprimé noir. Ce n'était pas une manière de relativiser la souffrance qui était celle des Noirs, mais c'est une manière de dire qu'une libération, c'est une libération de l'humain en général, de l'oppression en général, et non pas des camps qui seraient retranchés. Parce que si vous avez de l'émancipation une conception tribale, vous ne sortirez jamais de la tribu. Le but est de détruire la logique tribale et non pas d'effectuer la victoire de tribu contre l'autre. On n'entend rien. On n'entend rien. Vous pouvez parler plus fort? Oui. Donc, vous l'avez très bien pensé, vous avez parlé les animés. Je pensais aussi au public africain, parce que vous avez parlé de l'expérience de réception particulière. Et je pensais au public africain. Est-ce que le livre est différent? Parce qu'on est en train de parler d'Afrique et des Africains, et l'accès souvent à ce genre de livres, à ce genre de connaissances, c'est difficile. Est-ce que les livres, Oui, avant même que... Oui, le livre le livre a paru en février à Montréal et en mars à Paris. On est un petit peu inversé pour ne pas faire... Nous, le centre, c'est... On peut déterminer là où le centre est. Et le livre a été... Il y a eu un petit lancement à Marrakech, au premier salon du livre africain, où il y avait quelques exemplaires qui étaient là. Et quand j'ai parlé à Suleiman, je pense en février même, au moment de l'apparition du livre, Suleiman en a parlé. Suleiman était en décembre, je pense, avant même l'apparition du livre. Le livre avait bénéficié d'une grande promotion avec Suleiman et là-bas. Et ce que j'ai fait au départ, c'est de contacter une quinzaine, une vingtaine d'intellectuels africains qui sont des amis à moi, et que pour leur dire de m'aider à éviter ce scandale. Parce que je pense que c'est un scandale intellectuel
que ce livre-là ne soit pas en circulation, même auprès des intellectuels africains. Donc, c'est-à-dire, c'est comme une question de philosophe. On est au petit Sénégal, comme Souleymane Bachir. C'est un privilège à rencontrer, Charles-Louis à en parler, mais la question d'invisibilisation me préoccupe. Ce livre, j'aurais aimé que ça circule auprès des jeunes de l'Afrique. On a fait un lancement à Québec et il y a un jeune homme qui m'a dit qu'est-ce que je peux faire. J'ai dit mais réfléchis. Il est revenu demain à l'hôtel, manger avec moi. Il a acheté 10 exemplaires du livre pour envoyer dans son pays. Il dit je vais le faire si vous voulez dans mon pays. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est pas moi, c'est vous aussi, c'est nous qui allons faire. Je pense pas, il ne faut pas qu'on s'attende quand je parle de réparation épistémique, et c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je vais attendre que les Haïtiens achètent ce livre? Non, non, je l'ai déjà envoyé en Haïti à l'école normale supérieure. Est-ce que vous voyez, malgré la crise, malgré tout ce qu'il y a, malgré la catastrophe, malgré le chaos, moi je pense qu'il y a notre responsabilité en tant qu'intellectuel pour faire circuler ces outils qui sont des armes miraculeuses. Merci à vous et bonne lecture. Merci, merci. Les amis, voilà, c'était la conférence du professeur Souleymane Bachir Diagne. Voilà, donc avec le livre The Rachel Contract de Rodney Saint-Éloi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il doit y avoir une autre conférence. Donc voilà, je suis encore là. Le salon se termine aux alentours de 18h. Voilà, donc on est là. J'ai essayé de partager donc, dans tous les groupes de lecture. Et puis voilà, je vous dis donc à tout de suite. Merci à tous. Voilà, merci.